Le privilège de la réminiscence, si décousue et fastidieuse qu'elle puisse être, est généralement réservé aux plus âgés. À vrai dire, de tels souvenirs permettent souvent de transmettre à la postérité les obscurs événements de l'histoire, comme les menues anecdotes relatives aux grands. Bien que nombre de mes lectures aient plus d'une fois relevé dans mon style une sorte de saveur désuète, il m'a plu de passer parmi les membres de cette génération pour un homme jeune, et de laisser croire que j'étais né en Amérique en 1890. Je suis résolu, désormais, toutefois, de me délivrer d'un secret que j'ai jusqu'ici gardé par devers moi, par crainte de l'incrédulité générale, et à communiquer au public la vérité sur mon âge avancé, dans le dessein de satisfaire son goût pour les faits authentiques d'une époque dont j'ai connu bien des personnages célèbres. Qu'on sache donc que je suis né dans le Devonshire le 10e jour du mois d'août 1690, ou le 20 août, selon le nouveau calendrier grégorien, et suis aujourd'hui entré dans ma 228e année. Venu fort jeune à Londres, je vis enfant de nombreuses célébrités du règne du roi Guillaume, dont le regretté M. Dryden, que l'on voyait souvent attablé dans le café Wales. Plus tard, je fis la connaissance de M. Addison et du docteur Swift, et fut encore plus intime avec M. Pope, que j'aimais et respectais jusqu'au jour de sa mort. Mais comme c'est de feu le docteur Johnson, mon compagnon le plus récent, que j'entends parler présentement, je remettrai à plus tard l'évocation de ma jeunesse. C'est en mai 1738 que son nom vint pour la première fois à ma connaissance. M. Pope venait de terminer l'épilogue à ses satires et de l'envoyer à l'imprimerie. Le jour même de sa parution fut également publiée une satire à l'imitation de Juvénal, intitulée « Londres », et due au sieur Johnson, alors inconnu. Elle eut tant de retentissement en ville que maints hommes de goût déclarèrent que c'était là l'œuvre d'un poète supérieur à M. Pope. En dépit de ce que certains de ses détracteurs ont pu dire de sa mesquine jalousie, M. Pope n'épargna pas les louanges à son rival, et, ayant appris par M. Richardson de qui il s'agissait, il me dit « Ce M. Johnson sera bientôt découragé. » Je ne fis connaissance du docteur qu'en 1763, quand je lui fus présenté à la taverne de la Mitre par M. James Boswell, jeune Écossais d'excellente famille et de grand savoir, mais de peu d'esprit, dont j'ai souvent relu les effusions rimées. Le docteur Johnson, tel qu'il m'apparut, était un gros homme corpulent, très mal vêtu et d'allure négligée. Je me souviens qu'il portait une perruque à marteau hirsute, sans poudre, beaucoup trop petite pour sa tête. Ses vêtements, tout froissés, étaient brun rouillé, et il manquait plus d'un bouton. Son visage trop plein pour être avenant semblait pareillement gâté par les effets d'un désordre scrofuleux, et sa tête roulait continuellement, animée d'une sorte de mouvement convulsif. J'avais déjà, il est vrai, entendu parler de cette infirmité par M. Pope, qui avait pris la peine de faire des observations précises. Étant âgé de près de 73 ans, soit 19 de plus que le docteur Johnson, je dis docteur, quoiqu'il n'ait reçu ce titre que 2 ans plus tard, je m'attendais, certes, à ce qu'il témoigne quelques égards à mon grand âge, et n'avais, par conséquent, pas peur de lui, contrairement à bien d'autres. Comme je lui demandai ce qu'il pensait du compte rendu favorable que j'avais fait de son dictionnaire dans ma revue, The Londoner, il répondit « Monsieur, il ne me souvient pas d'avoir jamais lu votre gazette, et j'avoue ne pas m'intéresser aux opinions de la partie la plus futile de l'humanité. » Quelque peu piqué par le manque de courtoisie d'un homme dont la célébrité me faisait rechercher l'approbation, je me hasardai à répondre sur le même ton, et lui dis que j'étais surpris de constater qu'il puisse porter un jugement sur quelqu'un dont il reconnaissait n'avoir jamais lu les œuvres. « Ah, monsieur, répliqua-t-il,
Je n'ai pas besoin d'être familier des écrits d'un homme pour juger du caractère superficiel de ses connaissances, quand il en fait part aux yeux de tous par son empressement à mentionner ses propres productions dans la première question qu'il me pose. » Étant ainsi devenus amis, nous parlâmes de diverses choses, lorsque, pour me ranger à son avis, je dis que je ne croyais guère à l'authenticité des poèmes d'Ossian. M. Johnson rétorqua: « Cela, monsieur, ne fait pas grand honneur à votre discernement, car toute la ville est du même avis, et c'est une découverte de plus de poids de la part d'un critique de Grub Street. Vous pourriez aussi bien dire que vous soupçonnez Milton d'avoir composé Le Paradis perdu. » Par la suite, je vis Johnson très fréquemment, la plupart du temps lors des réunions du club littéraire qu'il fonda l'année suivante avec M. Brooke, l'orateur parlementaire, M. Beauclerk, gentilhomme à la mode, M. Langdon, homme très pieux et capitaine de la garde nationale, Sir J. Reynolds, le célèbre peintre, le Dr. Goldsmith, prosateur et poète, le Dr. Newgan, beau-père de M. Brooke, Sir John Hawkins, M. Anthony Chamier, et moi-même. Nous nous réunissions généralement une fois par semaine à 7 heures du soir à la Tête de Turc, dans Gerrard Street, à Soho, jusqu'à ce que cette taverne soit vendue et devienne un immeuble privé. À la suite de quoi, nous nous transportâmes successivement chez Prince, dans Skagville Street, chez le Tellier, dans Dover Street, puis chez Parsoley, à la Chaumière, tous deux dans St. James Street. Nous maintenîmes, au cours de ces réunions, un haut degré d'amitié et de calme, ce qui n'est guère le cas dans les associations littéraires et journalistiques d'aujourd'hui, où j'ai remarqué bien des dissensions et des désordres. Cette qualité était d'autant plus remarquable qu'il y avait parmi nous des gens d'opinion très opposés. Le Dr. Johnson et moi-même, comme beaucoup d'entre nous, étions d'enragés Tories, tandis que M. Brooke était un Whig et s'opposait à la guerre américaine. Nombre de ses discours à ce sujet avaient d'ailleurs été abondamment publiés. Le plus mal assorti des membres de notre confrérie n'était autre que l'un de ses fondateurs, Sir John Hawkins, qui a depuis donné dans ses écrits une idée très inexacte de notre société. Cet individu excentrique déclina en une occasion de payer son écoute après le souper, parce que c'était son habitude de n'en point prendre chez lui. Ultérieurement, il insulta M. Brooke de façon si grossière que nous prîmes tous grand soin de marquer notre désapprobation. Après cet incident, il cessa d'assister à nos réunions. Pour autant, il ne se brouilla jamais officiellement avec le docteur, et fut son exécuteur testamentaire, quoique M. Boswell et bien d'autres aient eu des raisons de mettre en doute la sincérité de son attachement. Parmi les membres du club admis par la suite, il y eut M. David Garrick, l'acteur, vieil ami du Dr. Johnson, M. Thomas et Joshua Wharton, le Dr. Adam Smith, le Dr. Percy, l'auteur des reliques, M. Edward Gibbon, l'historien, le Dr. Burney, musicien, M. Malone, le critique, et M. Boswell. M. Garrick ne fut admis qu'avec difficulté. En dépit de leur vieille amitié, le Dr. Johnson affectait de décrier le théâtre et tout ce qui pouvait s'y rapporter. En vérité, Johnson avait la singulière habitude de prendre la défense de David quand les autres étaient contre lui, et de l'attaquer quand il parlait en sa faveur. Je ne doute nullement qu'il ait sincèrement aimé M. Garrick, car il ne fit jamais allusion à lui sur le ton qu'il prenait pour évoquer Foote, personnage très vulgaire, en dépit de son génie comique. M. Gibbon n'était guère apprécié non plus, en raison de ses manières sarcastiques, qui offusquaient jusqu'à ceux qui admiraient profondément ses ouvrages d'histoire.
M. Goldsmith, petit homme assez sottement fier de sa tenue, et d'une conversation médiocre, restait mon favori, car j'étais moi-même incapable de briller par mes discours. Il était extrêmement jaloux du docteur Johnson, que pourtant il aimait et respectait profondément. Je me souviens qu'une fois, un étranger, un Allemand, je crois, était en d'autres compagnies, et tandis que Goldsmith parlait, il observait le docteur, qui se préparait à dire quelque chose. Considérant, sans s'en rendre compte, l'orateur comme un simple importun face au grand homme, notre étranger l'interrompit brutalement, et s'attira son hostilité, déclaré en s'écriant « Chut, le docteur Johnson va parler. » J'étais en aussi brillante compagnie, toléré par respect pour mon âge que pour mon savoir ou mon esprit, ne pouvant, de ce point de vue, me comparer aux autres. Mon amitié pour le célèbre Monsieur de Voltaire contraria toujours le docteur, qui restait profondément bien pensant et avait l'habitude de dire du philosophe français « Vir et axerimi ingeni et pocarum literatum ». M. Boswell, petit homme persifleur, que je connaissais depuis quelque temps déjà, aimait à brocarder mon attitude empruntée comme ma perruque et mes vêtements passés de mode. Une fois qu'il était pris de boisson, ce qui lui arrivait fréquemment, il entreprit de se moquer de moi en écrivant sur la surface de la table un impromptu en vers, mais dépourvu de l'aide que je lui apportais ordinairement dans la composition. Il commit une lourde faute de grammaire. Je lui dis qu'il devrait s'abstenir d'accabler de nasarde la source de sa propre poésie. Lors d'une autre occasion, Bowsy, comme nous l'appelions tous, se plaignit de la sévérité dont je faisais preuve envers les jeunes écrivains dans mes articles de The Monthly Review. Il ajouta que je poussais les débutants des auteurs du Parnasse. « Monsieur, lui répondis-je, vous vous méprenez. Ceux qui lâchent prise le font de leur propre chef, mais, soucieux de dissimuler leur propre faiblesse, ils attribuent leur absence de succès au premier critique qui en fait état. Je suis heureux de préciser qu'en cette circonstance, le docteur Johnson se rangea à mon avis. Personne ne s'est donné autant de peine que le docteur pour revoir les vers médiocres des autres. On dit même que dans le livre de la pauvre vieille Madame Williams, l'aveugle, il n'y a pas plus de 2 lignes qu'il n'ait pas écrites. Johnson me récita une fois quelques vers composés par un serviteur du duc de Leeds. Il l'avait tant amusé qu'il avait pris la peine de les apprendre par cœur. Il traite du mariage du duc, et leur valeur ne dépassant pas celle d'œuvres commises par d'autres ânes bâtés plus récents. Je ne puis résister au plaisir de les citer. Quand le duc de Leeds se sera marié avec une femme de qualité, quel bonheur elle aura à vivre ainsi, du duc de Leeds goûtant la compagnie. Je demandai au docteur s'il avait tenté d'y comprendre quelque chose, et, comme il me répondait que non, je m'amusai à en écrire la version amendée qui suit. Quand Leeds épousera, par aimable mariage, la femme vertueuse à l'antique lignage, quel bonheur aura-t-elle, en se réjouissant, de conquérir ainsi un époux si puissant. Quand je montrai cela au docteur Johnson, il me dit « Monsieur, vous avez redressé le pied, mais vous n'avez mis dans les vers ni poésie ni esprit. » Il me serait agréable de raconter plus en détail mes expériences avec le docteur Johnson et son cercle de brillant esprit, mais je suis un vieil homme et me fatigue aisément. Je semble errer sans beaucoup de logique ou de continuité. Quand je m'efforce de me rappeler le passé, et je crains de n'éclairer que rarement des incidents qui n'aient pas déjà été rapportés par d'autres, si d'aventure ces souvenirs devaient être accueillis avec faveur, je pourrais par la suite coucher sur le papier d'autres anecdotes de temps anciens dont je suis le seul survivant.
Je me rappelle bien les choses de Sam Johnson et de son club, dont je suis resté membre longtemps après la mort du docteur, que je pleurerai sincèrement. Je me souviens comment John Bourgoin, le général, dont les œuvres dramatiques et poétiques furent imprimées après sa mort, vit repousser sa candidature par 3 voix, sans doute à cause de sa malheureuse défaite à Saratoga. Pauvre John, son fils fit mieux, je crois, et devint baronnet, mais je suis très las, je suis vieux, très vieux, et c'est l'heure de ma sieste de l'après-midi.